Tous les noms que je vais prononcer dans cette vidéo seront des noms que j'aurai attribués pour que les personnes soient totalement anonymes. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage que nous a partagé Nina. Nina était une jeune fille totalement banale et elle était en quête de sensations fortes. Avec deux de ses amis, elle a décidé de visiter de nuit un sanatorium, un endroit abandonné qui était autrefois un lieu où on soignait différentes formes de la tuberculose. Pour éviter tout danger, Nina et ses amis ont fait du repérage de jour. Ce qu'elles ont fait, c'est de l'urbex, donc il y a forcément des dangers. Peut-être un sol instable, peut-être un trou dans des escaliers, donc il fallait un peu repérer le terrain pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises le soir. Ce serait bête de se blesser parce qu'on n'a pas repéré les lieux. Au cours de ce premier aperçu, en journée, du vieux bâtiment, Nina avec ses amis a pu constater que les murs étaient très vieux, sales, certains partaient même en lambeaux, et l'entrée du vieux bâtiment se trouvait à côté d'une scène. Elle ne sait pas trop à quoi cette scène servait, mais en tout cas, elle était bien là. Il y avait un petit escalier en piteux état qui descendait sous la scène. Il semblait mener vers une sorte de cave. Nina et ses amis n'ont pas osé s'y aventurer parce que l'escalier ne semblait pas forcément très praticable. Du coup, pour ne pas faire une mauvaise chute ou se mettre en danger inutilement, nos jeunes amis ont décidé de ne pas s'y rendre. Mais il y a quelque chose avec cette cave qui était assez intriguant aux yeux de Nina. Quelque chose l'a perturbée parce qu'elle voyait des empreintes de pas qui s'y dirigeaient. Elle voyait donc des empreintes de pas, mais également des empreintes de mains, comme si quelqu'un avait touché les murs alentours. C'était un lieu abandonné assez connu, du coup Nina se dit que c'était peut-être d'autres jeunes qui étaient passés par là avant elle et qui avaient laissé leurs traces sur les lieux. Tout au long du repérage de la zone, Nina avait cette étrange et désagréable impression d'être observée. Nina fait part de sa sensation à ses amis qui lui disent que peut-être c'est d'autres personnes qui étaient là en même temps mais qui n'ont pas remarqué, ou que c'est juste en tout cas son imagination qui lui joue des tours. La journée passe et vient enfin le soir, le moment où Nina et ses amis se rendent au sanatorium pour se donner quelques petits frissons. Pour éviter de gaspiller les piles de leur lampe de poche, Nina et ses amis avaient amené avec elles des bougies. Ils ont posé ces bougies sur la scène pour se préparer à pénétrer dans la vieille bâtisse. Elles ont mangé un petit sandwich, elles ont rigolé autour des bougies, et enfin, la grande heure était arrivée, l'heure de pénétrer dans la bâtisse. Cette visite avait deux objectifs. Le premier, c'était de se faire quelques petits frissons, quelques sueurs froides, et le second, c'était de trouver des documents relatant un petit peu de l'histoire de la bâtisse, des dossiers de patients, d'autres papiers qui pouvaient attester de ce qu'il se passait sur l'endroit, et cet objectif-là, lui, a été partiellement rempli. Nina et ses amis n'ont trouvé que quelques papiers mais rien de très concluant. Le petit groupe décide donc de continuer la visite du sanatorium. Elles avaient parcouru l'ensemble du rez-de-chaussée, elles allaient maintenant monter à l'étage, mais juste avant d'emprunter l'escalier, elles ont entendu un bruit sourd. Dans un premier temps paniqué, le petit groupe décide quand même de monter à l'étage. Pour essayer de chasser un peu la peur, elles essayaient de rationaliser au maximum la situation. Elles se disaient que c'était des animaux qui étaient dans le bâtiment, animaux qu'elles avaient déjà vus pendant leur premier repérage. Une fois arrivées au premier étage, un second bruit se fait entendre, comme si quelqu'un frappait aux portes des salles de la bâtisse. Il y a eu un coup, deux coups, trois coups et un quatrième coup, puis le silence. Plus rien. Encore une fois, essayant de se rassurer, les jeunes filles rationalisent la situation. Elles se disent que c'est peut-être un courant d'air, des vieilles fenêtres délabrées qui claquaient, mais peut-être que c'était totalement autre chose. Les jeunes filles continuent leur aventure dans l'asile, elles ne trouvent pas forcément de documents, ce qu'elles étaient venues chercher, et les bruits vont se refaire entendre. Là, Nina et ses amis prennent une décision peut-être risquée, c'est de chercher d'où proviennent ces bruits. Elles s'aventurent donc au second étage du bâtiment. Elles en sont sûres, les bruits viennent bien de cet étage, de cette partie-là du bâtiment, mais elles ne savent pas dire précisément d'où. Et là, Nina voit une forme. Son ami l'interpelle et lui dit « Est-ce que toi aussi t'as vu ça ?» Nina lui dit que oui. Et en fait, ce que le petit groupe a vu, c'est une silhouette assez grande, assez large, qui est passée de manière fugace devant elle. Cette silhouette était passée vraiment à quelques mètres devant les jeunes filles. Elles sont plutôt terrorisées, elles ne bougent plus. Et là, la silhouette qu'elles ont vue refait son apparition. C'est comme si cette silhouette traversait des salles et avait décidé de faire demi-tour. Demi-tour du coup pour revenir en direction des jeunes filles. Pour le groupe de jeunes filles, c'en est trop, elles décident de quitter le sanatorium et donc de redescendre au rez-de-chaussée. Pendant qu'elles redescendaient, le bruit qu'elles entendaient auparavant devenait de plus en plus fort, et là, c'est le drame. Une des filles du groupe tombe dans un trou qui était présent au niveau de l'escalier. En montant, elles y avaient fait attention, elles l'avaient repéré même la journée, mais là dans la précipitation et totalement apeurée, la jeune fille avait oublié la présence de ce trou et est tombée.
Elle s'est tordue la cheville et du coup Nina l'a aidée à se relever et l'a épaulée pour la sortir du bâtiment. Elles arrivent devant le bâtiment, là où elle s'était préparée, où il y avait les bougies. Les bougies étaient allumées, les flammes bougeaient un petit peu au gré du vent, mais quelque chose n'allait pas. C'est que ces bougies, avant d'entrer dans la bâtisse, elle les avait éteintes. Ce qui veut dire que quelqu'un les a rallumées. Pendant que Nina cogite sur ce sujet-là, son amie crie. Elle crie parce qu'elle voit un homme, tout en noir. Le manque de lumière ne permet pas de le discerner correctement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet homme hurle. En pointant son doigt vers les jeunes filles, il leur crie qu'elles doivent quitter son territoire. Les jeunes filles ont fui et elles ne sont jamais revenues à ce sanatorium. Et elles se sont accordées sur le fait qu'elles n'y mettront plus jamais les pieds. Cette histoire s'arrête ici. Nina, merci à toi, si tu te reconnais, d'avoir partagé ton témoignage avec moi. C'est un témoignage assez fou. Après, concernant cette histoire, si je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice, je pense clairement, et tu me l'as dit dans ton mail, que l'homme que vous avez vu était un squatteur, un SDF, quelqu'un comme ça. Peut-être qu'il y en avait plusieurs, tout le fait que les bruits venaient un coup d'en haut, un coup d'en bas. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je ne pense pas qu'on a affaire à quelque chose de paranormal. Je dirais plutôt qu'on a affaire à quelqu'un fait de chair et de sang. Clairement des squatteurs. Après, c'est pas étonnant que dans des lieux abandonnés, il y en ait. Après, petit message de prévention, si vous faites de l'urbex, faites bien attention à où vous mettez les pieds parce qu'il suffit de peu de choses pour que peut-être vous marchiez sur un sol instable et que vous fassiez une chute fatale. Donc précaution, méfiez-vous, faites toujours attention. Parce que vous avez vu, l'ami Nina s'est tordu la cheville, ça aurait pu être pire. Et admettons, qu'est-ce qui se serait passé si Nina n'avait pas aidé son amie, si elle avait vraiment eu trop peur, si l'homme ou les hommes qui étaient dans le bâtiment étaient vraiment très mal intentionnés, on ne sait pas comment ça aurait pu tourner. Donc toujours méfiez-vous, restez prudent. En tout cas, toi qui m'as envoyé ce témoignage, j'espère sincèrement que tu n'en fais pas des cauchemars encore aujourd'hui. En tout cas, reste bien à l'écart de ce sanatorium, on sait jamais. Dans ce second récit, on va voir le témoignage de Clémence. On est dans une période particulière, propice à l'horreur, la période d'Halloween. On est même le jour d'Halloween. Clémence vit dans un petit village où le jour d'Halloween, le soir d'Halloween en tout cas, il est organisé une grande collecte de bonbons pour les enfants. Des petits groupes d'enfants sont mis en place et ces groupes sont gérés par des adultes. Comme ça, chaque groupe, en toute sécurité, peut aller récolter des bonbons ici et là. Clémence, bien que plus âgée que les autres enfants, décide avec son ami de participer à cette collecte de bonbons. Elles se sont dit, on va le faire, comme ça on aura des petits bonbons gratos au passage. Clémence et son ami décident de former un groupe que de 2, elle et son ami. Comme ça, elles pourront amasser un maximum de bonbons et être totalement autonomes dans leur collecte. À 18h, tous les groupes devaient se retrouver dans un hall dédié pour que tous les bonbons récoltés soient redistribués de manière équitable. Ce qu'avaient fait Clémence et son ami, c'est d'aller dans les extrémités du village, là où les enfants ne passaient pas. Elles inventaient un petit mytho en disant que les gens n'avaient qu'à leur donner tous leurs bonbons, comme ça, eux après, allaient les ramener au hall et participer à la redistribution équitable. Sauf que elles avaient prévu de ne pas s'y rendre, comme ça fait plus de bonbons pour elles. Les deux amis avaient fini de faire les extrémités du village, il était 17h40 et elles se sont dit que en attendant 18h, elles allaient faire des maisons dans des petites ruelles. Et qu'après, une fois 18h arrivée, elles allaient rentrer chez Clémence pour se répartir entre elles les bonbons. Les deux jeunes filles toquent à une porte, et en attendant que la personne occupant la maison ouvre la porte, Clémence jette un petit coup d'œil dans les environs. Et dans une petite rue étroite à côté, elle remarque quelque chose d'étonnant. Un homme qui patientait dans l'ombre. La ruelle n'était pas éclairée, donc on ne le voyait pas très bien. Clémence a une sensation étrange vis-à-vis de cet homme, parce que l'homme semble se cacher. Dans un premier temps, elle se dit que peut-être il cherche à faire une farce à un ami, mais cette sensation désagréable reste quand même en elle. Le propriétaire de la maison à laquelle Clémence et son ami avaient toqué ouvre la porte, il donne les bonbons, et Clémence remarque que pendant tout ce temps-là, l'homme reste caché dans la ruelle. Là, l'ami va proposer quelque chose d'étonnant, peut-être pas conseillé, elle va proposer de passer par la petite ruelle où se tient l'homme. Clémence refuse, elle dit que ce n'est pas une bonne idée, mais cette amie s'en fout, elle veut passer par là. Clémence dit qu'elle ne la suivra pas, du coup elle prend un autre chemin. Elle garde quand même un œil sur son ami, et elle se rend compte que son ami rapidement fait demi-tour. Elle a vu ce que l'homme faisait, et il était tranquillement en train d'uriner. Bon, jusque là, rien d'anormal me direz-vous. Mais s'il faisait qu'uriner, ce serait une histoire peut-être classique. Mais là, on est dans un thread d'horreur les amis, donc il ne faisait pas qu'uriner. Qu'est-ce qui met la puce à l'oreille de Clémence? C'est que l'homme y reste quand même sacrément longtemps dans cette ruelle. Donc soit c'est un gros pipi, soit il fait autre chose. Peut-être que certains d'entre vous déjà commencent à comprendre vers quoi on se dirige dans cette histoire. Quelque chose de crade. Clémence et son ami toquent donc à d'autres portes et à un moment donné, elle décide de rentrer tranquillement chez Clémence. Pour ce faire, il décide finalement de passer par la fameuse ruelle où se tenait l'homme qui avait l'air de se cacher. Là, il n'était plus caché, il se tenait au milieu de la route. Clémence et son ami traversent gentiment la ruelle,
elle passe à côté de lui. Clémence jette un petit coup d'œil sur l'homme et elle se rend compte de quelque chose de terrible. L'homme était tranquillement en train de se donner du plaisir au milieu de la rue. Et là maintenant, dans la tête de Clémence, tout fait sens. L'homme, il n'urinait pas du tout. Quand il se cachait dans la ruelle, la première fois qu'elle l'a vu, il se donnait du plaisir en regardant Clémence et son ami toquer aux portes. Et maintenant, il continuait en regardant les enfants qui récoltaient des bonbons. Clémence et son ami sont choqués. Elles décident de courir en direction du hall où se trouvent tous les enfants qui doivent se réunir. Elles préviennent des adultes. Les adultes se rendent dans la fameuse ruelle, mais malheureusement, ils ne trouvent pas l'homme qui était là à faire des choses très sales dans la rue. Clémence pense que l'homme a compris qu'il allait se faire choper et que du coup il s'est enfui. Ce témoignage s'arrête ici et effectivement c'est assez dégueulasse. Tu te dis que cet homme avait sûrement des intentions très mauvaises parce que pour faire ça, déjà en regardant des jeunes filles qui récoltent des bonbons, faut avoir un petit grain. Et en plus de ça derrière pour faire ça en regardant les enfants, c'est qu'on a affaire en face de nous à un sacré taré. En tout cas, merci à toi d'avoir partagé cette histoire. C'est une situation qui doit être vraiment terrible à vivre parce que tu ne sais pas forcément comment réagir. Et là, Clémence et son ami ont bien réagi, ils sont allés prévenir des adultes pour dire que voilà, il y avait quelqu'un de mal intentionné qui rôdait dans le coin. Imaginons une seconde si on part un peu plus dans le creepy que ça. Imaginons qu'après cet événement, après que les enfants se soient répartis un peu les bonbons entre eux, imaginons qu'un enfant rentre chez lui tout seul à pied derrière et qu'il passe dans cette petite ruelle. Qui sait ce que l'homme aurait pu lui faire? Quelles auraient été ses intentions vis-à-vis de ce jeune enfant? Ça c'est un mystère, mais ce qui est sûr c'est que ses intentions ne seraient sûrement pas très positives. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type là, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément. Et puis je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné et à regarder les vidéos. Qu'attendez-vous les amis? Cliquez sur le bouton, ça fait du bien. Vous vous sentirez sûrement mieux après l'avoir fait. Les amis, on va conclure cette vidéo avec une dernière histoire, une histoire qui trouble encore la personne qui me l'a envoyée aujourd'hui. On va voir l'histoire de Margot. Margot allait à l'école, elle avait entre 14 et 15 ans. Elle devait avoir un cours de sport et naturellement, quand tu vas à cours de sport, tu restes pas en jean et en t-shirt. Tu t'habilles en tenue de sport et pour ce faire, tu vas dans les vestiaires. Margot avait son cours de sport juste après le repas. Elle avait une très longue pause repas, du coup elle avait décidé de prendre un peu d'avance, après avoir fini de manger, d'aller directement vers là où avait lieu le cours de sport pour se changer dans les vestiaires tranquillement. Le sorte de gymnase qui accueillait les cours de sport était un peu éloigné des salles de classe. Il n'y avait du coup pas grand monde. Margot rentre dans le gymnase, elle traverse le couloir qui mène au vestiaire et elle se rend compte qu'à côté du vestiaire des filles, il y a un groupe de jeunes garçons. Ces garçons le regardaient et l'un d'entre eux l'a rendu extrêmement mal à l'aise parce qu'il avait l'air de la regarder mais un peu comme un bout de viande. Margot ne les avait jamais vus alors que l'année scolaire était bien entamée, du coup elle avait tendance plutôt à reconnaître les têtes. Ces jeunes avaient l'air assez vieux par rapport à elle, 17 ans. Ils avaient l'air en tout cas trop vieux pour se trouver dans cet établissement. Margot, qui est assez timide, ne fait pas de scandale, ne pose pas de questions, elle se rend silencieusement dans les vestiaires. À l'intérieur, elle était totalement seule, elle s'est mise dans une cabine un peu isolée du reste des cabines, pour être totalement tranquille. Le vestiaire des filles était un peu délabré, c'est-à-dire que les petites cabines où tu pouvais te changer étaient pas forcément toutes en très bon état. Il y en avait qui avaient des portes qui fermaient pas, d'autres qui avaient pas de porte, du coup Margot, elle, prenait toujours la même cabine, une cabine du coup un peu isolée, qui elle fonctionnait parfaitement bien. Pendant qu'elle se change, Margot entend un bruit, la porte du vestiaire qui s'ouvre. Dans un premier temps, elle pense que c'est les autres filles de sa classe qui sont venues pour se changer, mais ce n'était pas le cas. Margot décide de ne faire aucun bruit et de tendre un petit peu l'oreille. Sa plus grande peur, c'était que ce soit les garçons qui se trouvaient devant la porte des vestiaires. Elle continue de tendre l'oreille et elle entend que des bruits de pas se rapprochent des cabines et que quelqu'un ouvre les portes comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Elle entend des rideaux de douche qui se font tirer. Vraiment, la personne qui est rentrée dans le vestiaire semble chercher quelque chose activement. Dans les petites cabines où on pouvait se changer, il y avait également une douchette. Et la zone où on pouvait prendre une petite douche était un peu surélevée, il y avait une sorte de marche. Ce que fait Margot donc, c'est de se mettre sur cette marche pour que si quelqu'un constate que la porte de la cabine où elle se trouvait fermée et qu'il regarde en dessous, il ne puisse pas voir justement ses pieds. Plutôt astucieuse Margot. Margot a peur et elle entend quelque chose qui va intensifier sa peur. Elle entend une voix d'homme, la voix d'un garçon qui dit « Sors de là, je sais que tu es là ». Là, le cœur de Margot bat à toute allure. Elle comprend que la personne qui est rentrée dans les vestiaires, c'est un des garçons du groupe qui attendait devant la porte, mais un garçon en particulier, celui qui l'avait regardé comme un bout de viande. Il l'a recherché, il a retourné les vestiaires pour la trouver, mais il n'a pas réussi à trouver la fameuse cabine où elle se trouvait, parce que comme je vous l'ai dit, cette cabine était un peu isolée. On ne pouvait pas la voir si facilement. Là, Margot entend le garçon qui redit « Sors, je te dis !» sur un ton assez menaçant. Margot a peur, elle met sa main devant sa bouche pour éviter que sa respiration
ne se fasse entendre. Elle sent que le jeune garçon commence à s'énerver, il commence à taper sur les portes, mettre des coups de pied, et là, la libération. Il sort du vestiaire. Et ce vestiaire était avancé d'une manière assez spécifique. Il y avait une porte pour entrer, là où le groupe de jeunes garçons attendait, et une autre porte qui menait à l'intérieur d'une autre salle dans le gymnase. Le jeune garçon est passé par cette porte-là, parce que lui était de base par l'autre porte d'entrée. Donc si Margot était passée par là, il l'aurait vu. Donc lui, il en a conclu qu'elle était sûrement passée par l'autre porte. Margot est restée tétanisée dans cette cabine, jusqu'à ce que les autres filles de sa classe ne rentrent dans le vestiaire. Ce n'est uniquement à ce moment-là qu'elle s'est sentie en sécurité. Margot n'a plus jamais entendu parler de ce jeune garçon. Elle pense qu'en fait, lui et le groupe de garçons avec qui il était se sont infiltrés en fait dans son établissement pendant la pause du repas, parce qu'il y avait moins de surveillants qui surveillaient les entrées. Quand Margot repense à ce qu'elle a vécu, elle n'ose pas imaginer à ce qui aurait pu se passer si ce jeune garçon l'avait trouvé, même si elle a de forts doutes. Il l'aurait sûrement agressé. Et ces événements lui ont servi de leçon, parce qu'après cela, elle n'a plus jamais été dans les vestiaires seule comme ça en avance comme elle l'a fait à ce moment-là. Elle y est toujours allée avec un autre groupe de filles. Ce récit s'arrête ici, et je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être traumatisant pour quelqu'un de seul, comme ça dans cette situation où tu ne peux en soi rien faire à part te cacher. Ça doit être vraiment super dur à vivre. Tu dois être, oui, je pense, traumatisé totalement. En tout cas, Margot, merci à toi pour ton témoignage si jamais tu te reconnais. J'espère que ça ne rend pas trop tes nuits, que tu n'y repenses pas trop et que ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis curieux de savoir un peu qui c'était ce jeune garçon et ce groupe. Sûrement des gens mal intentionnés, peut-être qui se sont dit on va aller espionner un peu les filles dans les vestiaires. Il y en a un dans ce groupe-là qui a été plus malsain que les autres. En tout cas, je suis bien heureux que tu n'aies pas recroisé le chemin de ce jeune garçon. Dans ce premier témoignage, on va voir le récit de Alex. Alex avait 17 ans au moment des faits et on était à la première semaine de la rentrée en septembre. Alex était chez lui et il faisait encore plutôt chaud, du coup il avait décidé de rester dans sa chambre, les volets ouverts et les fenêtres également. Il était aux alentours de 23h, Alex a posé son téléphone sur sa table de nuit quand il a entendu un bruit qui l'a interpellé. C'était un bruit qui s'apparentait à un bruit de verre cassé. Alex a des chats, donc il se dit que c'est sûrement l'un d'entre eux qui a fait une petite bêtise. Il se rend donc là où il a entendu le bruit, il pensait voir un verre cassé mais il n'en a rien. Il ne trouve rien du tout. Alex n'y prête pas plus attention que ça sur le moment, du coup il décide de retourner dans sa chambre pour se recoucher. En arrivant dans sa chambre, il se rend compte de choses plutôt étranges. Sa chaise avait bougé, elle n'était plus au même endroit que là où il l'avait laissée en quittant sa chambre. Fatigué, Alex ne réagit pas encore. Il se dit que peut-être il a tapé dedans en se levant pour aller voir d'où venait le bruit qu'il avait entendu, donc il met pas ça sur le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un ou un truc paranormal ou quoi que ce soit. Alex va dans son lit, il s'allonge et il se dit tiens, je vais regarder si ma petite amie m'a envoyé un message. Il tourne donc sa main sur sa table de nuit pour attraper son téléphone, mais là, il ne sent rien. Son téléphone n'est plus là. Il a totalement disparu. Alex est habitué à ce que son téléphone tombe ou qu'il le laisse à un endroit et il oublie l'endroit où il l'a laissé, du coup, il prend son Mac et active la localisation de son téléphone. Il voit que le téléphone est localisé juste devant chez lui. Étrange, tu te dis que le téléphone soit dans la chambre. Oui, mais pourquoi il est à l'extérieur de la maison? Ça commence déjà un peu à puer. Alex réagit directement. Il se dit quelqu'un a dû s'infiltrer dans ma maison. Il décide de fermer sa fenêtre et ses stores. Il se précipite dans la cuisine pour se saisir d'un couteau, pour se défendre, on sait jamais. Il retourne dans sa chambre et il décide d'observer à l'extérieur. Il n'avait pas des stores mécaniques, vous savez, qui offrent vraiment aucun aperçu de l'extérieur. Il avait des stores qu'on pouvait un peu écarter pour regarder justement ce qu'il y avait dehors. Alex ne voit rien du tout. Et il pense à une chose. Juste en face de sa chambre, il y a une chambre d'amis qui n'a pas de store. On a une visibilité totale sur l'intérieur de la maison, mais encore sur sa chambre. C'est-à-dire qu'au travers de la fenêtre de la chambre d'amis, on pouvait apercevoir l'intérieur de la chambre d'Alex, en regardant un peu en profondeur. Alex se retourne, il regarde de sa chambre vers la chambre d'amis, il regarde plus attentivement et il regarde ce qu'il y a au travers de la fenêtre de la chambre d'amis, et il voit un homme, dans les 40-50 ans, qui le regarde, qui s'éclaire avec un téléphone, que Alex reconnaît comme son téléphone, un peu comme si on racontait une histoire d'horreur, et qui lui sourit. Alex est tétanisé, et l'homme lâche son téléphone et s'enfuit. Alex n'a plus jamais revu cet homme. Il a parlé de cette histoire à ses parents qui ont du coup installé des stores sur toute la maison pour pallier ce problème de visibilité qu'il y avait quand même. Et voilà ce que pense Alex vis-à-vis de cette histoire. Il pense qu'il y avait non pas un, mais deux hommes. Et qu'en fait, un homme, complice de la personne avec le téléphone, aurait éclaté une bougie qu'il y avait
devant la maison de Alex pour réveiller le jeune homme pour qu'il se lève et qu'il quitte sa chambre. Comme ça, l'autre homme, par la fenêtre laissée ouverte, aurait pu s'infiltrer dans la maison, se saisir du téléphone et partir. Il y a néanmoins quelques petits détails qui m'interloquent un petit peu. Quel était le but de ces hommes? Est-ce que c'était faire une farce malsaine, vous en conviendrez? Est-ce que c'était le cambriolage? On ne sait pas. Cambriolage, on peut y croire un peu moins parce que pourquoi lâcher le téléphone à ce moment-là? Peut-être qu'il a vu que c'était un téléphone d'une certaine marque et du coup il y aurait la localisation, du coup il n'a pas pris de risque. C'est possible. En tout cas, Alex, si tu te reconnais, merci à toi pour ton témoignage. J'espère que j'ai retranscrit au mieux la situation dans laquelle tu t'es trouvé et j'espère que cette histoire, bien que sûrement traumatisante, n'impacte pas trop ta vie encore ces jours-ci. Dans cette seconde histoire, je vais vous présenter le témoignage de Charlotte. Il y a des années, au moment des faits, Charlotte avait 13 ans. Elle habitait dans une petite ville, elle menait une vie totalement normale et elle prenait des cours de piano au conservatoire de sa ville. Elle était au collège, du coup ses cours se déroulaient le mercredi après-midi, une activité extrascolaire totalement classique. Tout se passait au mieux et la professeure de musique, qui était très gentille, a demandé à Charlotte à un moment donné si elle pouvait décaler ses cours de piano non pas comme c'était prévu le mercredi après-midi, mais plus tard, en fin de journée en tout cas. Charlotte, qui se trouvait suffisamment grande pour pouvoir aller à son cours toute seule, a accepté parce que le mercredi après-midi c'était sa mère qui l'emmenait. Et à cause de son travail, le soir elle ne pouvait plus l'emmener. Du coup Charlotte était dans l'obligation, si elle voulait aller à son cours de piano, de s'y rendre totalement seule à pied. Donc vient le jour, la première fois où Charlotte doit se rendre au cours décalé à la fin de la journée. On était à la fin du mois d'octobre, Charlotte est partie de chez elle, vous savez la nuit commence à tomber de plus en plus tôt, donc il commençait déjà à faire nuit. Charlotte n'était pas du tout apeurée, elle était d'ailleurs plutôt excitée parce qu'elle avait l'impression de faire un peu comme les grands, sortir un peu le soir. Charlotte, étant jeune, elle avait 13 ans au moment des faits, on le rappelle, était certes joyeuse à l'idée d'aller à son cours tout seul de nuit, mais elle avait quand même un peu d'appréhension, ce qui fait qu'elle marchait quand même d'un pas assez rapide. Donc, le fameux jour où elle allait se rendre à son cours de musique le soir, son trajet se passait au mieux, et à un moment donné, elle est passée un peu au centre de sa ville. Elle avait les écouteurs dans les oreilles pour se détendre, elle est passée devant des petites boutiques, des magasins, et à un moment donné, elle est passée devant un bar. À ce bar, il y avait plusieurs hommes attablés qui buvaient et qui riaient. Ils parlaient un peu bruyamment et en passant à côté d'eux, Charlotte a eu l'étrange sensation d'être observée. Sans se retourner, Charlotte a continué son chemin et Charlotte est arrivée sans encombre au conservatoire pour faire son cours de musique et après son cours, elle est rentrée et rien d'anormal ne s'est passé. Quelques semaines ont passé, Charlotte a pris de l'assurance sur son trajet. Tout se passait bien, donc pourquoi il en aurait été autrement? Mais un jour, sur le chemin du retour après son cours de musique, il s'est passé quelque chose qui l'a littéralement traumatisée. Elle a eu, à mi-chemin entre le conservatoire et chez elle, la désagréable impression d'être suivie. De temps en temps, Charlotte se retournait pour vérifier si cette sensation était justifiée ou pas, mais elle ne voyait rien du tout. Nerveuse, elle a accéléré le pas, et à un moment donné, elle a eu un frisson. Quelque chose de glacial qui l'a mis extrêmement mal à l'aise. Son instinct lui indiquait qu'il y avait quelque chose, un danger derrière elle. Elle s'est retournée brutalement, et c'est là qu'elle a vu quelque chose qui, je pense, en aurait mis mal à l'aise plus d'un. À quelques centaines de mètres derrière elle, il y avait un homme. Charlotte s'était stoppée net, et l'homme en avait fait de même. Étrange d'effectuer une action, et que la personne derrière nous fasse exactement la même chose. On dirait que cet homme était clairement en train de la suivre. On a le droit à une description de cet individu, un œil de taille moyenne, dans la trentaine, les cheveux bruns, habillé d'un jean et d'un blouson, quelque chose de totalement normal. Charlotte reprend son chemin et accélère le pas. La distance entre les deux personnes était quand même relativement courte, ce qui fait que l'homme, bien que Charlotte marchait rapidement, aurait fait un sprint et l'aurait rattrapé. Mais il ne l'a pas fait. Charlotte ne s'est pas enfuie en courant, elle ne voulait pas montrer à cet homme qu'elle était totalement terrorisée. Fort heureusement, sur le trajet de Charlotte, il y avait une petite montée, et une fois que Charlotte l'aurait dépassée, elle ne serait plus visible directement par l'homme. Et là, elle pourrait prendre ses jambes à son cou, et éventuellement se cacher. Charlotte dépasse donc cette petite montée, et elle commence à sprinter. Au bout d'un moment, elle décide quand même de tester pour voir si l'homme la suit réellement ou est-ce qu'elle se fait simplement des films. Elle traverse précipitamment la rue de l'autre côté. En gros, elle change de trottoir pour être cachée derrière des voitures, observer la situation sans être vue. Et effectivement, Charlotte a bien revu cet homme. Et également, cet homme, sans aucun doute, la recherchait. Il jetait des coups d'œil aux alentours pour essayer de la voir de nouveau dans son champ de vision. Malheureusement pour Charlotte, l'homme, à un moment donné, a réussi à retrouver sa trace. Il allait traverser également, mais une voiture est passée par là, ce qui fait que ça l'a bloqué dans sa traversée. Charlotte a repris sa course, elle essaye tant bien que mal de semer l'homme, elle rechange de trottoir et l'homme fait de même. Bien qu'il y avait de la circulation, l'homme n'en démord pas, il la suit toujours avec acharnement. Et Charlotte, bien sûr, jette des coups d'œil de temps en temps derrière elle, ce qui l'oblige toujours à continuer sa course pour se mettre en sécurité. Charlotte arrive enfin au portail de sa résidence, et c'était pas encore une résidence très moderne. On pouvait rentrer dedans, il n'y avait pas de badge ou de digicode.
Charlotte a vraiment à ce moment-là l'esprit totalement embrouillé. Elle se dit, est-ce que l'homme me suivait réellement? Est-ce qu'il y avait réellement un homme? Elle ne sait plus forcément où elle en est encore dans sa tête. Ce qui est, je pense, totalement normal parce que tu penses d'abord à ta survie, si jamais il y a vraiment un danger, plutôt que de te dire, tiens, est-ce que j'ai rêvé ou pas? Charlotte a passé son portail, elle a croisé des gens mais elle était trop apeurée pour leur parler. La seule chose qu'elle voulait c'était rentrer chez elle pour être dans la sécurité de sa maison. Charlotte n'en est pas sûre parce qu'elle était trop pressée de rentrer chez elle, mais elle a l'impression que l'homme s'est arrêté devant le portail car il devait penser qu'il fallait taper un code ou avoir un badge pour rentrer sur les lieux. Charlotte, à partir de là, fait des suppositions. Les personnes qu'elle avait croisées en courant, eux, sortaient de la résidence, du coup ils allaient ouvrir le portail, donc elle suppose que cet homme aurait pu rentrer à ce moment-là. Donc elle ne décide pas de s'attarder sur la situation et décide de continuer à foncer pour rentrer chez elle. Elle arrive finalement chez elle, elle rentre dans son appartement, elle ferme la porte et elle regarde par le Judas pour voir si l'homme l'a suivi, et fort heureusement, elle ne voit personne. Plus tard dans la soirée, sa mère est rentrée et elle lui a raconté tout ce qui s'est passé. Elle dit à sa mère qu'elle ne veut plus sortir seule dans la rue, ce qu'on peut comprendre totalement, et cette situation a tellement choqué Charlotte qu'elle a même peur d'aller à l'école le lendemain, alors que ce sera en pleine journée. Parce qu'en plus de ça, l'homme l'a suivi jusqu'au portail de la résidence, donc bien qu'il ne sache peut-être pas où est son appartement, il sait néanmoins où se trouve la résidence. Cette nuit-là, bien sûr, Charlotte n'a pas très bien dormi, et après avoir lourdement insisté, sa mère l'a déposée en voiture à l'école le lendemain, pour qu'elle y aille totalement sereinement. Charlotte est rentrée de l'école à pied, elle n'a pas revécu de moments dangereux comme ça. Naturellement, vu que tout ça s'est passé dans la tranche horaire où elle avait son cours de musique, Charlotte avait peur d'y aller, de s'y rendre, et sa mère avait l'impression qu'en fait, elle a inventé une excuse pour tout simplement ne plus aller à son cours de musique. Après avoir beaucoup insisté, la mère de Charlotte, ne pouvant pas l'accompagner à son cours de musique à cause de son travail, a appelé sa professeure de musique pour lui demander si elle pouvait avancer son heure de cours. En plus de ça, elle a appelé la police pour demander de patrouiller dans la zone, dans la tranche horaire où elle avait ce fameux cours de musique pour, au cas où, interpeller un individu qui la suivrait. La mère de Charlotte, pour avoir un maximum de sécurité, demande également au grand-père de suivre Charlotte en voiture au cas où. Ce jour où Charlotte s'est rendue à son cours de musique qui avait été décalé, il ne s'est rien passé. Mais Charlotte était quand même totalement anxieuse. Mais elle n'a pas revu cet homme, ce qui est plutôt tant mieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, ne s'étant rien passé, les policiers et les grands-pères ont remis un peu en doute la parole de Charlotte. Ils lui ont dit qu'elle avait sûrement inventé toute cette histoire, ou qu'en tout cas il n'y avait pas de danger, rien à craindre. Je pense que ça fait un peu mal qu'on te dise qu'il n'y ait aucun danger alors que tu as vécu une situation clairement traumatisante. Le problème de Charlotte n'est donc pas réglé. Mais sa mère la croit, elle fait confiance à sa fille, fort heureusement. Elle décide donc ensemble de mettre au point un petit plan d'action. La mère de Charlotte allait la suivre de loin sur le trajet pour se rendre au cours de piano. Assez en retrait pour ne pas être vue directement avec elle et l'associer à Charlotte, mais assez près quand même pour voir si quelqu'un la suit. Donc, au prochain cours de piano, ce plan est mis en œuvre. De nuit, Charlotte reprend le trajet pour se rendre à son cours de piano. Comme prévu, sa mère la suit de loin, mais Charlotte est un peu nerveuse parce qu'elle se dit « et si c'est pas moi qui l'arrive quelque chose ?» mais à ma mère. Du coup, elle jette régulièrement des petits coups d'œil pour voir si sa mère derrière va bien. Tout allait bien, jusqu'à mi-chemin du trajet. Un homme a traversé la route et a commencé à suivre Charlotte. Il était devant la mère de Charlotte, du coup la mère, elle voyait clairement l'homme qui suivait sa fille. Et physiquement, cet homme ressemblait énormément à l'homme qui l'avait suivi précédemment. La mère l'a reconnu, parce que Charlotte lui en avait fait une description physique, et du coup, Charlotte, pour vraiment valider que c'est lui, fait un signe sur lequel elle s'était mis d'accord, au cas où que l'homme se remettait à la suivre. La mère est bien sûr choquée de ce qui se passe, elle s'arrête net. Mais l'homme n'était pas aussi bête que dangereux. Il a compris ce qu'il se tramait, qu'il était tombé en quelque sorte dans un piège. Il a grimacé, il a grogné quelque chose, il a fait machine arrière. Il se dirigeait vers la mère de Charlotte. Charlotte, qui a vu ce qui se passait, a pris peur, il s'est dit « il va attaquer ma mère ». Elle a donc couru vers sa mère. Sauf que l'homme n'en a rien fait. Quand l'homme est arrivé au niveau de la mère, il lui a tapé dans la main en disant avec un sourire de maniaque « bien joué ». L'homme a continué son chemin et il est parti. Les malheurs de Charlotte se sont arrêtés ici. Pendant des mois, bien sûr, elle était totalement terrorisée, elle avait peur de sortir seule, mais elle ne l'a plus recroisé. Elle n'a plus jamais entendu parler de lui et ne l'a plus jamais revu. Elle a continué ses cours de piano, mais sa mère, ayant vu vraiment ce qui se passait, ne l'a plus laissé faire le trajet de nuit totalement seule. Charlotte n'en a plus entendu parler jusqu'à quelques années plus tard, quand elle était cette fois-ci au lycée. Elle a appris qu'à la même période où elle avait fait cette rencontre malheureuse, des jeunes filles de son âge, à l'époque, 12-13 ans, qui allaient au même collège qu'elle, se sont fait enlever après l'école et abuser. Et elle a également appris que cet homme
était l'auteur de ces agressions et qu'il avait été coincé car certaines des filles qu'il avait agressées étaient tombées enceintes. Comme beaucoup de victimes, les jeunes filles qui avaient été attaquées n'ont pas osé parler de ce qui leur était arrivé. C'est seulement grâce à une des filles qui a été attaquée, une fois que sa grossesse a été révélée, que l'homme a été coincé parce qu'elle a raconté ce qui s'était passé. Et ce qui a été aussi très surprenant, et c'est là qu'il y a un message de prévention au travers de cette histoire, c'est que l'homme, auteur de tous ces malheurs, toutes ces actions malsaines et abominables, était un homme totalement normal. Il avait une vie banale, une femme, des enfants, et la description qui a été faite de l'homme quand Charlotte a entendu du coup cette révélation correspondait à l'homme qui elle l'avait suivi. Elle se dit que peut-être, si jamais elle avait été attrapée par l'homme qui la suivait, elle aurait eu un sort des plus terribles. Le message de prévention qui est justement à la suite de cette histoire, c'est que si vous pensez être suivi, n'hésitez pas à en parler et à le signaler, que ce soit à vos parents, à vos proches, à la police, à tous ceux qui pourraient faire pencher la balance et vous mettre un peu plus en sécurité. Ça peut être aussi des professeurs. Bien sûr, faites attention. La nuit quand vous sortez, restez vigilant, restez en alerte. Déplacez-vous si vous êtes mineur en groupe idéalement et ne vous mettez jamais dans une situation de danger. Si par exemple vous êtes suivi par ce type de personne, n'allez pas le confronter. Cherchez juste à vous mettre en sécurité le plus rapidement possible. En tout cas, toi qui m'as envoyé ce témoignage, j'espère que j'ai raconté au mieux ce que tu as vécu et ton ressenti. J'espère qu'aujourd'hui cette histoire ne t'impacte pas trop, que tu as réussi à aller de l'avant et que maintenant tu vis ta meilleure vie. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir partagé ce témoignage vraiment terrible. On va conclure par une dernière histoire. L'histoire de Nathalie. Nathalie était au lycée, en terminale, et vous savez, parfois des lycéens vivent dans l'internat à côté du lycée. C'était le cas de Nathalie. À l'internat, il y avait une heure de couvre-feu, une heure à laquelle les lumières devaient éteindre, on n'avait plus de téléphone, on devait aller dormir. Et les chambres de cet internat étaient faites de manière assez atypique ou particulière. En tout cas, moi perso, je n'ai jamais vu comme ça, dans ce que j'ai pu déjà voir. C'était pas des grandes chambres ou un dortoir collectif, c'était des sortes de petits box cloisonnés par des parois très fines, et du coup, ça faisait peut-être 2 mètres. Il n'y avait pas de porte, juste un rideau, c'était pas tout confort, on va pas se mentir. Le soir des faits, Nathalie va se coucher tranquillement. Elle s'endort vers minuit 30 à peu près. Elle n'avait pas son téléphone parce que les téléphones devaient être donnés à une surveillante pour que les jeunes gens qui dormaient à l'internat ne surfent pas sur internet toute la nuit. Et aux alentours de 2 h du matin, Nathalie se réveille parce qu'elle entend son rideau, qui faisait office de porte, s'ouvrir. Elle pense que c'est la surveillante qui veut lui dire quelque chose, du coup elle attend que la surveillante lui parle, mais elle n'entend rien du tout. Déjà là elle se dit, c'est bizarre. Nathalie était couchée sur le côté, du coup regard plongé vers un mur, elle sent comme si quelqu'un se penche juste au-dessus d'elle. Nathalie a un peu peur, elle fait semblant de dormir. Elle ne fait aucun signe pour montrer qu'elle est réveillée. Elle sent une sorte de pendentif qui lui frôle un peu l'oreille, elle entend le bruit un peu un gling-gling, et la personne reste 30 bonnes secondes au-dessus de Nathalie. De quoi te mettre un sacré coup de pression. La personne qui était au-dessus de Nathalie s'écarte et elle commence à avancer vers une fenêtre. Nathalie essaye de se retourner discrètement pour voir si elle reconnaît cette personne. Malheureusement, pas du tout. Elle ne voit pas l'identité de la personne, elle voit juste que cette personne tient quelque chose dans la main. Elle ne sait pas dire quoi. La personne qui s'était introduite dans le box de Nathalie regarde le volet à côté de la fenêtre, s'adosse contre le mur et la regarde pendant 5 minutes, sans faire aucun bruit. Nathalie a l'impression que la personne part, parce qu'elle entend des bruits, mais elle n'ose pas se retourner pour vérifier au cas où que la personne soit bien là. On sait jamais, sécurité avant tout. Nathalie arrive à se rendormir, et le lendemain, à 7 h, elle est réveillée par les surveillantes, comme d'habitude. Elle s'habille, elle récupère le téléphone, et ensuite elles vont au réfectoire pour manger leur petit déjeuner. Les amis de Nathalie remarquent qu'elle n'est pas dans son assiette. Elle leur explique ce qui s'est passé, et ses amis ne la croient pas. Elles lui disent « t'as fait un mauvais rêve ». Mais quelque chose va confirmer ses doutes, c'est qu'une des surveillantes va voir une élève qu'on va appeler Anna et elle lui demande pourquoi elle avait un couteau dans son box. On pense que c'est elle qui était dans le box de Nathalie. Cette fameuse élève, Anna, qui n'a jamais posé aucun problème, n'a pas été sanctionnée plus que ça, on lui a juste mis 2 heures de colle. Mais 2 jours plus tard, les parents de la jeune Anna ont appelé l'internat pour s'assurer que leur fille prenait bien son traitement parce qu'elle faisait des crises de somnambulisme. Nathalie comprend tout. Elle se dit qu'en fait la Anna, pendant une de ces crises où elle était somnambule, est descendue dans les cuisines, a pris un couteau et est remontée. Et ensuite elle a effectué toutes les actions qui ont apeuré Nathalie la fameuse nuit au moment des faits. Bien sûr Nathalie n'accuse pas Anna comme ça, elle reconnaît sa démarche, elle remarque son pendentif. La personne se trouvant assez près de la nuit des faits, elle a pu sentir son odeur corporelle qui était la même que celle de Anna. Donc voilà, il n'y a plus forcément beaucoup de doutes possibles. On met fin à ce témoignage ici. Qu'est-ce qui se serait passé si Nathalie
avait confronté Anna, parce qu'on dit généralement qu'il ne faut pas réveiller un somnambule, peut-être que ça aurait dégénéré, on ne sait pas. Ça peut rester un mystère. Dans ce premier témoignage, on va voir ce que nous raconte Athénaïs. D'abord, pour contextualiser un peu la chose, Athénaïs nous dit tout simplement que elle est née dans une maison, une vieille bâtisse en Belgique qui datait des années 1800. Elle vivait avec ses parents, elle était fille unique. À l'âge de 2 ans, Athénaïs nous dit qu'elle avait une amie imaginaire. Elle s'appelait Colo et c'est encore un souvenir qui la marque fortement aujourd'hui. Un jour, alors qu'elle était chez sa grand-mère, la grand-mère, pour plaisanter, a dit « Alors Athénaïs, où se trouve ton amie imaginaire aujourd'hui ?» Et là, Athénaïs a répondu quelque chose qui a mis très mal à l'aise la grand-mère. Elle a dit « Elle est sur tes genoux ». Là, il y a eu un petit malaise. Mais c'est pas la seule chose qui s'est passée. C'est que maintenant, Athénaïs a déménagé, et à chaque fois qu'elle reparle de tout ça à sa mère a tendance à éviter un peu les questions. Elle ne veut pas trop reparler de la maison et de cette fameuse amie imaginaire. Mais à un moment donné, alors que ses parents avaient invité des amis à dîner, Athénaïs les a entendus parler de quelque chose qui va peut-être éclaircir un peu la situation. Les parents, à force d'entendre parler de cette présence d'amis imaginaires, ont fait appel à un médium. Ils se disaient que la maison étant vieille, peut-être qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Et effectivement, c'était le cas. La médium, après passage dans l'ensemble des pièces de la maison, aurait indiqué que dans la bâtisse, il y avait eu une jeune fille, âgée de 2-3 ans, qui était décédée. Est-ce que l'ami imaginaire d'Athénaïs était le fantôme de cette petite fille décédée? Ou est-ce que c'était simplement son imagination? On ne sait pas le dire, et elle-même, aujourd'hui, n'en est pas réellement sûre. C'est là que son témoignage s'arrête, et c'est là qu'on a aussi quelque chose de fascinant. Est-ce que effectivement il y avait un fantôme? Et bah par rapport à l'histoire de la maison, s'il y a effectivement eu une mort jeune, ce serait pas surprenant. Bien sûr si on croit au paranormal. Donc bon, je serais assez curieux de savoir si cet ami imaginaire est toujours à tes côtés, Athénaïs, si tu te reconnais au travers de ce témoignage. Mais bon, par rapport au mail que tu m'as envoyé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce fantôme ne te tourne plus forcément autour. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une expérience qui doit te laisser quelques traces. Hein. Tu dois dire, bah attends, j'ai vraiment vu un fantôme? Surtout, en soi, qu'on dit que les enfants en bas âge, donc concrètement l'âge qu'avait Athénaïs au moment où elle avait son ami imaginaire, ont des sortes de facultés, une meilleure réception à voir des esprits. Mais en tout cas, c'était un témoignage bien sûr très intéressant. Allez, on passe au témoignage suivant maintenant. Dans ce second témoignage d'expérience paranormale, on va parler de ce que m'a raconté Mila. Alors les noms que je vais évoquer dans tous les témoignages sont des noms qui ont été attribués aléatoirement. Ce ne sont pas les vrais noms des personnes. Comme ça, on préserve l'anonymat. Mila vivait en ville, dans un appartement qui avait des vieux volets et des volets de type persienne. Ce sont des volets en soi qui ont des petites fentes, donc qui peuvent laisser un petit peu passer la lumière. On peut un petit peu voir au travers. Du coup, la nuit, avec l'éclairage de rue, il ne fait pas nuit noire dans la pièce. On arrive à discerner quand même quelque chose. Par exemple, si quelqu'un passe dans la pièce, on le remarque. Une nuit, Mila s'est réveillée en sursaut. Elle ne savait pas réellement pourquoi, mais en ouvrant les yeux, elle a vu une silhouette à l'autre bout de son lit. À ses dires, ça ressemblait à une silhouette masculine, un homme assez grand qui semblait être vêtu de cuir. La silhouette portait également une capuche, ce qui faisait qu'on n'arrivait pas du tout à discerner les traits de son visage. La silhouette portait des gants qui semblaient de la même matière que sa veste, en cuir donc, et cette fameuse silhouette était là, devant son lit, assez proche de Mila, et il semblait la fixer sans bouger. Bien sûr, Mila panique, elle est tétanisée, elle veut crier mais aucun son ne sort de sa bouche. Et là, peut-être sur le coup de ses pensées emmêlées, son cerveau était peut-être encore un peu endormi parce qu'elle s'était réveillée en sursaut, elle se dit, ça y est, il est là, l'homme en noir. Elle ne sait pas pourquoi elle a pensé ça, mais c'est la phrase qui lui est venue en tête instinctivement. Et soudainement, sans pour autant faire quoi que ce soit, elle commence un peu à reprendre ses esprits. Elle commence à pouvoir respirer un peu calmement, pouvoir bouger un peu les membres de son corps, et au fur et à mesure où ça va mieux, la silhouette qui se trouve devant elle disparaît. Bien sûr, elle n'est toujours pas bien. Elle a retrouvé un peu l'usage de son corps, mais dans sa tête, toutes ses pensées se bousculent. Elle est paniquée, elle se lève de son lit. Elle a des chats qui sont également paniqués. En effet, ces chats étaient en boule dans un coin de la pièce, comme s'ils avaient eu peur de quelque chose. Elle se dit que peut-être c'est elle qui a provoqué qu'ils aient peur dans un coin. Peut-être qu'elle s'est agitée, qu'elle les a surpris tout simplement. Et après ça, elle a eu beaucoup de mal à se rendormir. Elle s'est passé un petit coup d'eau sur le visage, elle s'est réallongée dans son lit, elle essayait de retrouver le sommeil. Mais non, elle pensait tout le temps à ce qui venait de se passer. Et là, en se remémorant un petit peu ce qu'elle avait pu voir comme information, elle se dit tiens, mais est-ce que je n'aurais pas fait une paralysie du sommeil? Elle va donc sur son ordinateur, sur internet, pour se renseigner à ce sujet-là. Et là, effectivement, elle en avait eu tous les symptômes. Donc pour elle, c'est clair et net, elle a fait une paralysie du sommeil.
Elle se dit que tout ce qu'elle avait vécu, c'était simplement son imagination. Une illusion que son cerveau avait provoquée et qui avait provoqué également qu'elle soit totalement paralysée. Elle se dit donc que c'était simplement quelque chose de passager, qu'il n'y avait aucune entité paranormale chez elle, mais malgré tout, elle avait quand même du mal à se rendormir. Elle avait peur qu'un autre événement de ce type se reproduise, du coup elle ne s'est pas vraiment rendormie jusqu'au lever du jour. À un moment donné, le soleil a commencé à se lever, ça se voyait au travers des volets, du coup elle en a fait de même. Elle s'est levée, elle s'est dit bon, le soleil se lève, je vais me lever. C'était une journée particulière parce que c'était l'anniversaire de sa mère, donc elle avait en prévision une belle journée en soi. Elle devait organiser l'événement chez elle, donc elle a décidé ce jour-là de préparer l'appartement pour recevoir les invités. Toutes ces préoccupations, toute l'organisation de cette fameuse fête d'anniversaire lui ont permis de chasser ses pensées concernant les événements qu'elle avait vécus la nuit de son esprit. Plusieurs membres de la famille devaient venir, notamment pour le repas du midi. Il y avait sa cousine et la fille de sa cousine qui s'appelle Léa. À l'époque, elle n'avait que 4 ans. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant les enfants en bas âge qui ont peut-être des facultés à voir certaines choses. Parce que, encore une fois, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc tout le monde est là pour fêter l'anniversaire. Tout se passe bien, tout le monde apprécie le repas, la fête, la mère de Mila apprécie ses cadeaux. Vraiment, tout se passe au mieux. On ne pourrait pas présager que Mila a eu une expérience plutôt étrange la veille. À un moment donné, Mila propose aux invités discrètement de se rendre dans sa chambre pour écrire un petit mot gentil à l'attention de la mère de Mila pour son anniversaire, sur une grosse carte d'anniversaire. Enfin, la petite fille, Léa, la fille de la cousine de Mila, voulait également écrire un mot. Elle s'est donc rendue dans la chambre, Mila l'a accompagnée, et ne sachant pas écrire, la jeune fille, Léa, faisait un petit dessin. En attendant, Mila l'attendait patiemment, et là, la jeune Léa s'interrompt, et tout naturellement, elle va demander « Tata, c'est qui ce monsieur ?» Là, Mila comprend pas trop, elle se dit « Quel monsieur ? Tu connais tout le monde ici, c'est la famille. » Et là, du coup, Mila se dit que peut-être elle est jeune, elle a oublié les prénoms, du coup elle rappelle les prénoms de tout le monde. Et là Léa va encore dire quelque chose qui va effrayer Mila. Elle va dire mais non, je les connais eux. Je te parle du grand monsieur en noir. Là dans la tête de Mila tout fait sens. Elle se rappelle tout de suite de l'effrayante nuit qu'elle avait passée. Elle dit quel monsieur ? Tu l'as vu dans le salon ? Et là la jeune fille va dire bah il était déjà là quand on est arrivé avec maman. Là bien sûr, Mila elle sue des fesses. Elle stresse énormément. Parce qu'en plus de ça, la jeune Léa ajoute en plus, le monsieur, il te suit partout. La voix tremblante, Mila pose une question, il dit « Léa, il est où le monsieur actuellement ?» Et Léa répond « Il est ici, avec nous. » Mila prend Léa, quitte la pièce et ne parle à personne de ce qui s'est passé. Elle ne comprend pas comment elle peut voir l'homme que elle-même a vu la nuit où elle a été paralysée. Elle essaye de rationaliser, elle se dit « Bah attends, peut-être qu'elle a vu un truc à la télé, peut-être qu'elle a entendu une histoire. » Elle demande donc à sa cousine, la mère de Léa, et là elle lui dit que non. Elle n'a pas vu de film d'horreur, on lui a pas raconté d'histoire un peu étrange ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui justifie en soi qu'elle te sorte ça comme ça maintenant. Et maintenant, le truc, c'est que Léa a grandi, et elle ne se souvient pas du tout de ça. Mila, elle s'en souvient, c'est normal, ça l'a traumatisée, et à chaque fois qu'elle en parle avec Léa, elle semble surprise de l'événement, ça ne lui dit rien du tout. Le témoignage de Mila s'arrête ici, et je pense, alors, est-ce qu'il y a une entité ? C'est possible. Après, la question qu'on peut se poser, c'est une entité de qui ? En tout cas, est-ce que c'est quelqu'un de néfaste ? Je sais pas. J'ai pas l'impression parce qu'il a pas l'air d'avoir agressé, Mila, si tu te reconnais. Est-ce que c'est juste une entité qui était de passage ? Après, je suis pas un expert sur les fantômes, mais bon, je pense en soi qu'on aurait effectivement affaire à un fantôme dans le sens où on a une confirmation de la jeune Léa. La jeune Léa qui était assez jeune, du coup, qui pouvait peut-être être plus réceptive à apercevoir ce genre de fantôme. Peut-être que toi, dans ta paralysie du sommeil, tu l'as vu, il a disparu et qu'en fait il était, bon, je veux pas te stresser non plus, mais peut-être qu'il est autour de toi en continu mais que tu ne le vois pas, tu l'as vu étant paralysé et que du coup en fait il est autour de toi et peut-être que c'est un proche que tu as perdu, je sais pas du tout. En tout cas j'espère que tu n'es plus traumatisé par ce type d'événement, j'espère que tu ne l'as pas revu, je croise les doigts pour ça parce que moi si c'est un fantôme néfaste, attention. Mais bon, c'est assez effrayant et mystérieux quand même. Merci en tout cas pour ton témoignage. J'espère que j'ai bien retranscrit ton histoire et puis du coup maintenant on va passer au témoignage suivant. Dans ce dernier témoignage, on va voir le récit d'Angelina. Angelina avait 17 ans, elle vivait dans une ville au sud de la France et à ce moment-là, elle se couchait relativement tard. Elle vit dans une petite ville à côté de la frontière italienne et du coup, ça arrive de temps en temps que des ossements humains soient retrouvés. Donc en fait ce qui se passe c'est que des travaux sont faits, les ouvriers tombent sur des ossements humains, des archéologues sont appelés sur place, les travaux sont mis en stand-by en attendant, le temps que les archéologues déterminent si c'est des objets importants ou pas quoi. Elle vit dans le plus vieux quartier de la ville, pas trop loin d'une cathédrale, elle vit au rez-de-chaussée, dans un logement classique. Il y a plusieurs pièces, plusieurs salles de bain,
Elle a sa chambre, sa sœur de 3 ans a sa chambre également, son petit frère de 7 ans a sa chambre, et sa petite sœur de 11 ans également a sa chambre. Elle a un long couloir dont une partie est en béton. L'autre partie est en bois, et c'est un bois qui craque assez facilement. Pour vous dire, le chat, quand il passe dessus, fait craquer les planches de bois, alors que normalement un chat a des pas assez légers. Et du coup au bout de ce couloir il y a des toilettes, donc si tu vas aux toilettes en pleine nuit, ça fait du bruit. Il était donc, au moment des faits, 2h du matin, elle regardait tranquillement Netflix, et là elle entend un bruit. C'était le bruit d'une musique qui viendrait d'un jouet. Ce fameux jouet c'est un téléphone en plastique, et ce qui interpelle un petit peu Angelina, c'est que pour activer ce jouet il faut appuyer sur un bouton, donc il faut qu'il y ait une intervention de quelqu'un. Elle se dit que c'est peut-être un des chats qui a sauté dessus ou quoi que ce soit qui l'a activé. Elle a 2 chats, un chat qui normalement dort avec sa mère et l'autre chat qui dort avec elle. Mais bon, peut-être que c'était pas le chat qui dormait avec elle. Après cela, elle entend les bruits de pas dans le couloir. Vous savez, avec le parquet qui craque un petit peu. Donc elle se dit que peut-être quelqu'un était dans le couloir, il a marché sur le jouet. On a quelque chose apparemment de rationnel jusqu'à présent. Donc, pour Angelina, aucun souci à ce moment-là. Elle continue de regarder Netflix. Mais 1h30 plus tard, il va encore se passer de nouvelles choses. Elle entend, pareil, la même mélodie du même jouet. Là encore une fois, au début elle trouve ça un peu bizarre, mais elle essaye de rationaliser la chose. Elle pense qu'une de ses sœurs a ce jouet peut-être dans son lit, et qu'en bougeant elle l'active, possible. Et encore une fois, elle va entendre des bruits de pas dans le couloir. Là elle se dit que quelqu'un va aux toilettes, encore une fois, pourquoi pas. Et là elle se rend compte que son chat qui dormait avec elle, restait devant sa porte, et il ne bougeait pas, comme s'il montait un peu la garde. Angelina essaye de le perturber, de le faire venir, elle sort une boîte de friandises qui normalement l'interpelle toujours, mais là, il ne réagit pas. Il reste fixement devant la porte de sa chambre. Angelina lâche l'affaire, elle se dit, les gens vivent, il n'y a rien à craindre. Elle décide donc de se lever pour aller fumer une cigarette. Tout se passe bien, elle revient et elle décide de se coucher. Elle s'endort mais elle se réveille à 7h30. Tout simplement parce qu'elle avait envie d'aller aux toilettes. Encore une fois, rien d'anormal. Elle sort de sa chambre, elle se rend compte que sa mère est réveillée, elle se dirige vers les toilettes et sur le trajet, elle marche sur le fameux jouet qui faisait du bruit. Donc là, il y a des possibilités qui s'éloignent. Tu te dis, c'est pas la sœur qui avait le jouet à sa possession, le jouet était bien par terre, donc peut-être que quelqu'un marchait dessus dans le couloir. Angelina va aux toilettes, elle revient dans sa chambre pour se coucher. Elle se réveille tranquillement plus tard, la journée suit son cours, et au fur et à mesure de la journée, elle demande aux gens de sa famille s'ils sont allés aux toilettes pendant la nuit. Et on lui dit que non. Là, ça commence à devenir un peu étrange. On pourrait penser, du coup, si personne ne s'est réveillé, qu'il y avait peut-être un cambrioleur. Mais Angelina a un chien, et ce chien aurait aboyé si jamais il y avait un intrus. Or, ce n'a pas été le cas. Donc est-ce qu'il y avait une présence qui n'était pas forcément visible? Une présence humaine en tout cas. Angelina ne sait pas du tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle n'a aucune explication rationnelle. On verra les théories après. Il s'est passé encore quelque chose plus tard, c'est que elle est restée dans la nuit toute sa chambre et son père lui dit qu'il a entendu quelqu'un marcher dans le couloir alors que ce n'était pas elle. Quelqu'un allait par exemple de sa chambre vers la salle de bain sans pour autant revenir ensuite dans la chambre. Et du coup on n'a aucune explication de qui ça pourrait être, sachant que ce n'est pas Angelina. Ce témoignage s'arrête ici et là on a quelque chose de mystérieux. Ce qu'on a en soi, ce sont des bruits de pas dans le couloir sans pour autant qu'on arrive à en déterminer la source. On ne sait pas à qui ils sont. Est-ce que ce serait un fantôme? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être une histoire au logement d'Angelina qui pourrait justement justifier qu'il y ait peut-être un fantôme, quelque chose comme ça? C'est un mystère. En tout cas, ça paraît être un fantôme. S'il y a effectivement un fantôme qui cherche à rentrer en contact avec des humains, ça a l'air d'être un fantôme un peu rôdeur. Par expérience, par rapport à ce que j'ai pu voir, on peut avoir des fantômes qui sont un peu voyeurs. Ils vont pas interagir avec les humains, mais ils vont bien aimer regarder, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, sans vouloir te traumatiser Angelina, bon je ne saurais pas dire précisément ce que c'est, mais ça pourrait être un petit fantôme rôdeur si jamais on croit par exemple. Toi de ce que tu me dis, tu es un peu réticente à cette idée là, donc est-ce que ça pourrait être autre chose? Peut-être que ça pourrait être un petit cas de somnambulisme, ou après aussi ce qui peut arriver, hein, ça je pense que ça peut arriver, quelqu'un qui se lève pendant la nuit et qui se rend pas compte qu'il est aux toilettes, il s'en souvient plus, ça peut arriver. Voilà, en tout cas il faut un peu ouvrir l'œil pour essayer de voir ce qui se passe. Peut-être quand tu entends les bruits de pas, aller voir dans le couloir pour voir s'il y a quelqu'un. Peut-être que du coup derrière tu auras une réponse à tes questions, qui sait, je ne sais pas.